Vietnam is full of beautiful places, but this one is special. Perched between the jungle and the sea, the Intercontinental Da Nang is home to La Maison 1888, a Michelin star restaurant. This legendary restaurant is now the home of Christian Lesquer, a 3 Michelin star chef whose cuisine is as refined as it is poetic. It's a pleasure to meet him today and cover his philosophy, his values and vision through questions chefs seldom get asked. C'est toujours passionnant de discuter avec des grands chefs, de connaître d'autres histoires, de connaître un petit peu votre parcours et puis vos impressions. Je vais vous dire, mon parcours est très simple. La Bretagne, il y a 40 ans ou 50 ans, qui était assez pauvre, donc un jour, pendant les grandes vacances, je suis allé faire du bateau, mais j'avais le port de Lorient. Le port de Lorient, c'était un port de pêche où vous allez pêcher à Terre-Neuve, le cabillaud finalement. Mais j'avais un oncle qui était armateur et puis j'étais parti pendant 15 jours et c'est là où je suis tombé en admiration devant le cuisinier qui faisait à manger. Et quand je suis rentré, je dis à mes parents, je veux être cuisinier et je n'ai pas changé d'avis depuis, voilà. C'est incroyable. Oui, je pense que j'ai une cuisine assez iodée. Dans cette cuisine qui est assez iodée, c'est vrai que vous avez toutes les racines parce que j'habitais au bord de la mer. Oui. J'habitais à 100 mètres de la mer, mais c'était une région qui était riche entre la terre et la mer. Oui. Parce que c'était où il y avait beaucoup de fermes. Donc, je pense que j'ai une question de bon goût. Et je crois que oui, j'ai un fait pour les produits marins. Vous n'avez pas la pression vous-même en tant que chef dans le milieu dans lequel on vit aujourd'hui, ou éventuellement développer une cuisine plus végétarienne qu'on a vu certains chefs par exemple? Non, pas pour l'instant. Je pense qu'on est plus embêté aujourd'hui avec les allergies que le côté végétarien. On sait faire du végétarien finalement. Alors on ne développe pas parce qu'on n'a pas besoin, mais je comprends dans certains pays, je veux dire, la personne qui veut faire un menu végétarien, c'est bienvenu aujourd'hui. Les sources, est-ce que ce sera des tendances de demain? Je pense que oui, mais on sait le faire. D'accord. Est-ce que la surprise fait partie finalement des émotions que vous cherchez à développer dans vos plats? Et la tarte au boudin, par exemple, est-ce que c'est un exemple? Oui, c'est de dire aujourd'hui, vous avez à un niveau que vous avez deux possibilités. Soit vous travaillez normalement, ou soit vous allez chercher des produits pour lui apporter de l'excellence. Ça veut dire des produits souvent oubliés, des produits pas chers, et vous leur donnez des lettres de noblesse. Et c'est vrai que pour ça, je mets des recherches et développement. Quand on fait, par exemple, un boudin, une tarte au boudin ou une royale de boudin, et vous le mettez au menu gastronomie, vous avez les serveurs qui froissent un peu le nez au début. Mais finalement, les clients sont extrêmement contents parce qu'ils ont l'habitude toujours de manger de la volaille, toujours les mêmes produits animaux. Et là, ils ont un truc qui sort de l'ordinaire, comme un parfum. Oui. Et c'est ça qui est le plus dur pour durer, parce que ça fait 22 ans que j'ai 3 étoiles avec Michelin, et j'ai toujours pris l'habitude de faire des recherches, parce que finalement, les gens qui décident de venir dans nos restaurants, ce sont des gens qui sont extrêmement modernes du palais. Est-ce que vous pensez que l'esthétisme Des assiettes, des présentations, etc. a une influence sur le goût de vos plats? Non, mais on n'a pas le choix. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, dans tous les restaurants, nos clients prennent en photo, en mémoire, une photo. Donc, il faut qu'on soigne la présentation par le packaging. Donc, ça fait partie de notre travail de soigner la beauté de l'assiette. Et on va dire que quand elle arrive, elle soit joliment dressée comme un tableau. Oui. De façon qu'il puisse, on va dire, toute assiette doit être instagrammable. Genre. Oui. Mais voilà, comme un défilé de mode. On est des machines de guerre. C'est un peu quand la voiture arrive, vous savez, au garage pendant le Grand Prix de Formule 1. Ça veut dire que vous avez 40 personnes qui sont prêtes pour les pneus. Tout est important. Tous les gestes sont importants. Mais vous-même, vous investissez là-dedans. Vous dites pas, bon, moi, je me compte de la cuisine. La décoration, je laisse ça au décorateur de l'intérieur. Vous va donner votre avis dans tout ça. On donne mon avis parce que, en fin de compte, souvent, ça m'arrive de manger. Vous voyez, par exemple, ici, en arrivant, je vais manger. C'est pas le tout de dire au chef, tiens, ça va pas. Ouais. Je fais le client mystère.
Ouais. Avec un compte rendu. Il a eu son compte rendu de A à Z sur la température, sur la clim, sur la beauté de machin, les verres qui n'allaient pas, vous voyez, la vaisselle qui n'allait pas par rapport au choix du verre, du vin, la grosseur du pain. Ouais. Ouais, Oui. On est vraiment dans le détail. Oui, oui. Et votre palais, vous l'avez travaillé, bien évidemment, parce qu'il n'a pas toujours été... Un palais, ça se travaille. Ça se travaille, c'est comme un parfumeur. Un parfumeur travaille son nez tous les jours. Ouais. Ça veut dire que moi, je vais travailler mon palais. Je suis capable d'aller manger dans un restaurant, dans un petit restaurant de rue, apprécier la qualité. Je suis capable d'aller mal manger et j'arrive à faire la part des choses. Mais quand je mets ma tenue de cuisine et quand on fait des recherches, là, mon palais travaille. Il travaille parce que pour assembler, pour trouver, pour... Donc, c'est vraiment un travail. C'est pas, je veux dire, pour jouer au restaurant chez un confrère. Je viens en toute simplicité pour manger, pour déguster, pour... mais quand je suis dans mon restaurant, c'est un travail. C'est un travail. Donc vous faites travailler un petit peu je fais l'essence, le mélange. les goûts, des saveurs, dans disant, on va assembler ça, si on va mettre 3 gouttes de citron supplémentaires dans la sauce, pour lui apporter un peu plus de saveur ou de piquant, voilà. Est-ce que le niveau d'exigence c'est tel que ça doit être militaire en cuisine et ça doit être assez autoritaire? En fin de compte, dans une cuisine, je pense que le tempo, c'est comme un chef d'orchestre. Donc il fait confiance. Et faire confiance, c'est de dire aujourd'hui, les cuisiniers sont disciplinés parce que faut que, à un moment, faut qu'ils servent tous les plats en même temps. Ça veut dire que c'est des équipes, des parcelles d'équipes, qui fait que le chef, on répond au chef, oui chef. Mais c'est parce qu'on a besoin de comprendre que toutes les parties ont bien entendu le plat qu'on va faire. Voilà. Mais pour moi, non, il y a certains... Je pense que c'est des écoles à l'ancienne. Je pense que tous ces cuisiniers qu'on a aujourd'hui, qui viennent par passion et non pas par obligation, il n'y a pas besoin... Vous voyez, j'ai beaucoup aimé sur le bateau parce qu'il n'y avait pas de classe sociale dans la cuisine. Quand on vient au restaurant, il n'y a pas de classe sociale. Quand on était sur un bateau, entre le commandant et puis le moussaillant, tout le monde mangeait à la même table. Et je crois que socialement, on peut prendre un petit bistrot. On peut trouver un chef d'entreprise comme un petit ouvrier, une maman. C'est ça. Moi, je trouve que oui, on va dire, même les repas d'affaires se faisaient beaucoup en France au déjeuner pour faire les affaires. Socialement, le restaurant, c'est un lieu social. Il ne reste plus que le restaurant, il ne reste plus grand-chose. Faut laisser de la place pour le vin. Qui puisse effectivement... Voilà. Et souvent, le cuisinier ou le jeune cuisinier, il ne laisse pas de place. Donc ça veut dire en fait qu'il fait des plats qui se mêlent pas bien avec... Oui, ils sont la plupart des vins acides, trop corsés, trop réduits, trop forts. Et il manque de sensibilité pour même laisser la place au vin. Et alors, j'ai une dernière petite question pour vous. Vous êtes bien évidemment ultra créatif, donc vous devez être très curieux, j'imagine, pour pouvoir être créatif. Comment vous entretenez cette curiosité, cette créativité? Vous prenez des notes tout le temps, vous allez vous recueillir quelquefois, comment on fait? Quand je vois quelque chose que je ne connais pas, je suis très entendu, donc j'imprime la photo dans ma tête. En permanence, quand j'ai une saveur que je ne connais pas, pour moi l'enregistrer, ou une technique que je ne sais pas faire, je la reproduis en disant tiens, on va essayer cette technique parce que je ne la connais pas pour savoir le résultat. Quand je ne connais pas une saveur ou comment on fait quelque chose, je m'intéresse. Et une fois que c'est enregistré, je l'oublie, mais elle est restée dans le coin, un peu comme une commode, vous savez. Je l'aurais goûté, je sais qu'à un moment, j'ai ça, j'avais goûté peut-être lors d'un voyage, une saveur avec une autre saveur qui était assez intéressante. Donc pour moi, c'est marqué. Donc vous avez cette mémoire en fait du goût, du palais. J'ai une mémoire de palais énorme. Alors, j'ai bien évidemment, comme tout grand chef qui se respecte, vous êtes un homme de terroir, vous choisissez très bien votre produit, etc. Je vous ai ramené 2 choses, 2 produits locaux. Petit cadeau de bienvenue. C'est gentil. Alors, le premier,
rhum agricole local. Ah, on m'a dit, Spack, c'était très bien le rhum agricole ici. Voilà, vous avez en fait 2 Français, un ancien de chez Marie Vrizard, qui a monté une distillerie en 2019, imaginez, en plein Covid, et qui fait du rhum agricole, façon bien évidemment Caraïbe, avec de la canne à sucre bien évidemment ici, qui est cultivée à la main le soir, etc. On m'a parlé de lui hier soir. Un journaliste, parce que hier on a eu une table de journalistes, elle m'a parlé de vous devriez goûter le rhum de... Eh bien regardez, vous l'avez là, et donc c'est un rhum, alors ils font venir tout de France, donc l'alambic, etc., tout est en cuivre de France, ils font venir des barriques à cognac, et à Porto également, ils font vieillir leur... Donc, Voilà, je vais goûter à Paris alors. Je vais le renvoyer à Paris parce que j'adore goûter ça. alors vous pouvez faire du bavarois, vous pouvez peut-être le servir pour vos sauces, hein. C'est tout à fait possible. Vous avez ça. Alors ça, c'est particulier. Vous avez aujourd'hui, et je pourrais vous le présenter si vous le souhaitez, je suis un grand amateur de vin bien évidemment, mais aussi de chocolat. Et j'adore le chocolat noir, j'en mange tous les jours. J'en mange tellement que j'ai réussi à faire, si vous voulez, des calculs rénaux. Donc il ne faut pas que j'en mange de trop, mais je suis un grand fan de chocolat. Et vous avez aujourd'hui, ici à Da Nang, une famille catalane qui fait du chocolat dans la famille depuis le 19e siècle. Je vous le laisse l'ouvrir. Alors tout ça, c'est une histoire, parce que ça, bien évidemment, c'est fait localement. Aujourd'hui, c'est une recette qui date de 1890 de son arrière-arrière-grand-père. Ah, mais Cette poterie est faite dans le nord d'Hanoï et c'est dans un village où ça fait 200 ans qu'ils font de la poterie. Alors ça va très bien avec ça, hein, par contre. Hein. très bon. Et donc vous avez des macadamians qui viennent du Vietnam, qui sont pelés à la main. Il a mis en fait une couche de chocolat blanc dessus, une couche de caramel saupoudrée de cacao. Très bon. Voilà. Et donc il s'appelle Saval et il est juste à côté de chez moi. Et c'est Je vais montrer ça à Florian, le chef. After such an inspiring conversation, the only logical step is to experience his cuisine firsthand. So I made a booking at La Maison for tonight, and I've invited someone special to join me. No chance I would make a U-turn. Thank you, Chef.